Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 22 heures dont elles sont les grandes lignes de l'actualité. La célébration de la journée mondiale de l'alimentation, c'était hier à Defenaitou dans la région de Tadjoura. Dans l'actualité centrafricaine, le chef de l'ONU annonce et salue également le cessez-le-feu par le président. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la célébration de la journée mondiale de l'alimentation. Placée cette année sous le thème Agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Eh bien, c'était hier, 16 octobre 2021, la journée mondiale de l'alimentation qui a été célébrée en grande pompe à Defenaitou dans la région de Tadjoura sous le haut patronage du Premier ministre et chef de gouvernement par intérim. Et ce, en présence du ministre de l'Agriculture, du ministre délégué à la décentralisation et la secrétaire d'État aux investissements, des représentants de la FAO, du PAM à Djibouti, les députés de la région, du préfet de la région, du président du conseil régional de l'entreprise China First et du groupement du bureau d'études Hydroterra en charge du contrôle et surveillance des travaux. De nombreuses personnalités également ont été présentes. Cette journée marquée par la fin de la première phase des travaux de la route rurale entre Boli, Adeilo et Defenaitou. Cette route déversant Boli-Defenaitou va desservir Boli-Defenaitou en passant par Adeilo d'une longueur de 30 km. Elle permettra de désenclaver la zone, notamment le transport de produits agricoles vers les lieux d'écoulement, à savoir les marchés, les centres urbains. Cette journée de l'alimentation a également débuté par l'inauguration de la route Boli-Adeilo-Defenaitou par le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim. C'est poursuivi dans la localité de Defenaitou avec une forte mobilisation de la population de Adeilo, notamment des membres de la coopérative Defenaitou Girori qui ont accueilli avec ferveur la délégation conduite par le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim. Le Premier ministre et sa délégation ont également visité les périmètres agricoles, les stands des coopératives de Defenaitou et Girori, qui a été clôturée par une rencontre avec les sages de Waima. La célébration de la journée mondiale de l'alimentation, organisée par le ministère de l'Agriculture à Defenaitou, est un choix bien réfléchi. La localité fait partie du grand bassin versant de Waima, propice à l'agriculture, avec déjà plus de 170 jardins agropastoraux implantés avec une production conséquente, avec un bassin versant de 2700 hectares. Plusieurs centaines d'exploitations sont possibles à Waima. Durant cette cérémonie, un vibrant hommage a été rendu par les intervenants aux pionniers de l'agriculture de Defenaitou et Girori. Il s'agit de Ali Mohamed Afkada et d'Ismaïl Hamed, aujourd'hui décédés. Le vice-président de la coopérative de Defenaitou, Ibrahim Loubak, a remercié les participants à la cérémonie et s'est réjoui de l'organisation de cette journée à Defenaitou qui est un encouragement, a-t-il dit, pour les agriculteurs. Il a également promis que le secteur de Defenaitou et Waima vont continuer sur cette dynamique pour participer à la sécurité alimentaire. Le préfet de la région et le président du conseil régional se sont exprimés tour à tour. Nous les écoutons. Dans son ensemble est le grenier actuel et futur de notre agriculture. Les investissements que l'État a réalisés dans les infrastructures routières et agricoles en témoignent. Ceci grâce à la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Guelleh, qui a instauré la décentralisation et qui, par sa politique, encourage le développement local. Mon combat pour l'agropastoralisme va se dérouler sur le terrain de l'agriculture intelligente. Dès aujourd'hui, je formule ici ma demande, Monsieur le ministre, pour que la région possède
un agronome expérimenté et de 2 techniciens pour que nous puissions avancer dans l'agriculture et l'élevage. Sans accompagnement sur le terrain et formation, le développement de l'agriculture sera difficile. Difficile parce que nous sommes de nature des nomades et nous devons apprendre l'agriculture. Que la formation théorique laisse place à la formation pratique, ce qu'on appelle la formation sur le tas. Le nom de Dafenaitou évoque une terre agricole qui abrite les meilleures dates de notre pays, une fierté pour la région de Tajoura. Je voudrais partager une bonne nouvelle qui me tient à cœur. Lors des tournées du président de la République, Hadji Ismaël Marguele, dans la région, pour discuter en face avec la population, beaucoup de doléances furent soumises au président et bon nombre de ces doléances ont eu suite favorable, bien sûr, sous la supervision du Premier ministre. Je tiens à souligner une qui est phare proposée par le défunt Ismaël Ahmed, notamment celle de dialyse, est en phase de réalisation. Je n'oublierai pas aussi tous les efforts consentis par le ministère de l'Agriculture qui a réalisé plusieurs micro-barrages dans cette sous-préfecture d'Adailou. Et suivant cette fois un extrait de l'intervention de représentants du système des Nations Unies à Djibouti. La Journée mondiale de l'alimentation nous place face à un tournant. La pandémie de Covid-19 reste un défi mondial causant des pertes et des souffrances indicibles. Les effets de la crise climatique sont omniprésents. Des récoltes ont été détruites par des flammes, des habitations emportées par les eaux, des vies et des moyens de subsistance ont été secoués par les conflits et d'autres situations d'urgence humanitaire. Les problèmes de sécurité alimentaire dans le monde n'avaient pas été aussi graves depuis des années. Le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui a été organisé le mois dernier par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a été l'occasion de tracer les grandes lignes de la marche à suivre pour faire avancer la transformation des systèmes agroalimentaires. Avant même que la Covid ne mette en lumière la vulnérabilité de nos systèmes agroalimentaires, des centaines de millions de personnes souffraient déjà de la faim. Et leur nombre a augmenté l'année dernière pour atteindre 811 millions. Pourtant, à l'échelle mondiale, la quantité de nourriture produite est suffisante pour nourrir toute l'humanité. C'est inconcevable et inacceptable. La FAO estime qu'il faut 40 à 50 milliards de dollars d'investissement annuels dans des interventions ciblées pour éliminer la faim d'ici à 2030. De nombreux projets peu coûteux et percutants peuvent aider les centaines de millions de personnes à mieux répondre à leurs besoins alimentaires. Notre approche ne peut être efficace si elle est ancrée dans une collaboration avec les gouvernements ainsi les partenaires clés alors qu'ils définissent leur voie nationale vers la transformation en fonction des réalités et besoins qui leur sont propres. Cette transformation peut et doit commencer par une action pragmatique et concrète des consommateurs ordinaires et par les choix que nous faisons. Et la parlementaire Rouma Mohamed Hamid et la secrétaire d'État chargée des investissements, Mme Sofia Mohamed, se sont exprimées à la tribune de la Journée mondiale de l'alimentation à Dafenaitou. La parlementaire Rouma Mohamed Hamid a mis l'accent avant tout sur les atouts de la localité de Dafenaitou qui se développe, a-t-elle dit, rapidement grâce à l'agropastoralisme. Les efforts de la population de Dafenaitou Girori est aujourd'hui palpable. C'est le résultat des hommes et des femmes du secteur et d'ailleurs avec les moyens qui leur sont attribués pour l'acheminement notamment de la production vers les marchés et la ville. Et pour sa part, la secrétaire d'État chargée des investissements, Sofia Mohamed, a indiqué que la volonté du gouvernement est de vous aider à vous soutenir et à soutenir également les actions de développement que mène la population. Pour l'occasion, la secrétaire d'État a annoncé que la CEPEC et les fonds de garantie vont soutenir les activités à Dafenaitou et à Wahima.
Quant au ministre de l'Agriculture, il n'a pas manqué de rappeler le choix qui a motivé la tenue de la célébration de cette journée mondiale de l'alimentation à Defenaitou. Qui s'inscrit dans le cadre, qui vient à point nommé et qui s'inscrit dans le cadre de la politique de développement agricole prônée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Concernant la région de Ouéima, nous avons choisi pour la circonstance, c'est le Grand Ouéima, comme beaucoup le disent. Le bassin hydrographique de Ouéima a une superficie de 2000 km². C'est le plus grand bassin versant de la République de Djibouti. La région de Ouéima, c'est une région aux terres fertiles et dont l'étendue est presque illimitée. Aujourd'hui, il y a 160 exploitations agricoles au total. C'est 10% des terres arables de la région de Ouéima. Donc vous pouvez cultiver et envisager d'une manière substantielle à la réduction de la dépendance alimentaire. Vous avez aussi une opportunité, un privilège, l'altitude. Le Premier ministre venait de me dire 940 mètres d'altitude. On peut faire l'agriculture de contre-saison. Vous pouvez produire de la tomate, de l'aubergine, des poivrons et ainsi de suite durant la saison d'été. Il suffit de se programmer. Nous avons réalisé des puits cimentés pour chaque exploitation agricole. Aïdaïlou est une région enclavée. Grâce à l'initiative du président de la République, elle ne sera plus, elle sera désenclavée. Elle va joindre cette route de 31 km, elle va se joindre à la route principale Tadjoura-Belho au niveau de Boli. Vous pouvez commercialiser les produits agricoles, denrées périssables, des fruits et légumes au niveau de Tadjoura, mais au niveau de la capitale également. Et le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim a fait un discours dont voici la teneur. La cérémonie de la journée mondiale de l'alimentation a été célébrée en grande pompe à Defenaitou, dans la région de Tadjoura, sous le haut patronage du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kal Mohamed. Dans son intervention, le Premier ministre a remercié la population de Defenaitou, Ouéima, pour l'accueil réservé à la délégation qu'il dirige. Dès le début de son intervention, il a annoncé que Ouéima est connu grâce aux efforts et aux persévérances des pionniers originaires du secteur de l'instar du feu Ali Afkada, Ismaël Ahmed, qui a été mes frères, a-t-il dit. L'élargissement de la route jusqu'à Guogulu reste toujours d'actualité. Lors de la visite du président à Tadjoura, la population avait sollicité l'octroi des moyens de locomotion et le président nous a donné des instructions pour les satisfaire, a-t-il déclaré le Premier ministre. Quand nous visitons nos secteurs, vous avez une bonne proximité de faire vos besoins quand on puisse répondre. De notre côté, nous suivrons vos activités, a ajouté la Premier ministre. Aujourd'hui, nous constatons que vos activités sont d'utilité publique avérée et le gouvernement vous a déjà soutenu et continuera à le faire encore. Nous sommes disposés à écouter vos doléances selon vos priorités, cette manière que l'on va arriver au développement durable de votre population. Les besoins de la population de Ouéima doivent être transmis par les bénéficiaires et à force de renouveler, d'être pertinents, nous sommes obligés de satisfaire. De notre part, nous avons besoin de vos soutiens pour lutter contre les malfaiteurs armés qui terrorisent notre population civile, ici ou ailleurs, a-t-il déclaré le Premier ministre. Ces malfaiteurs volent les provisions, les bétails et kidnappent les gens vers un pays frontalier ennemi que leurs propres citoyens ont quitté. Bien sûr, nous avons une responsabilité, mais nous n'avons pas la capacité de mettre à terme un soldat devant chaque foyer. Nous sommes informés des actions des malfaiteurs après quelques jours. À un moment, nous avons réfléchi à déplacer cette population pour la sécurité, mais nous avons écarté cette solution impossible. La seule solution qui reste à notre population doit se défendre
contre ces malfaiteurs qui détruisent notre stabilité. L'État, les forces de sécurité vont vous soutenir, mais la première riposte contre ces malfaiteurs doit venir de la population victime. Ensuite, le chef de gouvernement par intérim et sa délégation ont visité quelques jardins modèles suivis d'une réunion avec les sages de Wahima. Des échanges intenses ont eu lieu entre les officiels et les membres du gouvernement et la population de Wahima qui ont transmis leurs doléances les prioritaires. Eh bien, les officiels ont écouté besoins et doléances transmis par les sages de Wahima et ont promis de répondre favorablement. La cérémonie a aussi vu la participation du principal responsable du développement rural. Il s'agit du ministre délégué à l'agriculture, M. Qassim Haroun Ali. Dans une interview, il a souligné qu'il accompagne le Premier ministre et chef de gouvernement à la célébration de cette journée mondiale de l'alimentation à Defenaitou pour encourager l'exploitation agropastorale qui bénéficie d'un bon environnement climatique. Ce dimanche 17 octobre, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Oumed, a eu des échanges avec la délégation du Burkina Faso et celle du Gabon. Les discussions ont porté entre autres sur la 76e session du comité exécutif et 43e conférence de l'Union parlementaire africaine qui a eu lieu, rappelons-le, à Djibouti du 11 au 15 octobre dernier. La délégation du Burkina Faso et du Gabon ont réitéré leurs chaleureuses félicitations au président de l'Assemblée réélu à la tête de l'Union parlementaire africaine, l'UPA, pour un nouveau mandat. Ces rencontres ont été aussi l'occasion de passer en revue l'agenda de l'Union parlementaire africaine et l'aboutissement des travaux de la 76e session du comité exécutif et 43e conférence de l'UPA. Et nous allons à Moscou, en Russie, où le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a participé au 4e forum international de la semaine russe de l'énergie qui s'est clôturée hier. Accompagné donc à la tête d'une importante délégation de son département composée de son conseiller technique principal, Omar Ahmed, et de Wahib Ali et de Dabar Adawe, respectivement directeur des hydrocarbures du ministère de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Ce forum, dont les thèmes choisis pour cette année 2021 est transformé pour le développement, tient une place de choix dans l'agenda des rencontres internationales, tant qu'il est vrai que celui-ci a effectivement acquis le statut d'événement principal dans le domaine de l'efficacité énergétique en Russie et à l'étranger. Objectif du forum étant de présenter le potentiel du complexe énergétique russe et de développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. Et le ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, qui a participé à ce forum, voici ses impressions. Ravi d'être ici à Moscou pour participer à la semaine russe de l'énergie. C'est une semaine très riche en événements et pour pouvoir développer toutes les technologies dans le secteur de l'énergie. Et nous sommes aujourd'hui très heureux d'être parmi vous à Moscou, parmi les peuples russes, pour pouvoir en apprendre, pour pouvoir voir la technologie et les avancées en matière d'énergie de la Russie. À Djibouti, nous avons d'abord une vision 2035 qui consiste à développer Djibouti avec les énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous arrivons à Djibouti à un moment très important du développement de l'énergie. Et Djibouti, comme vous le savez, a des potentiels en énergie renouvelable. Le solaire, l'éolien, mais aussi la géothermie que nous développons, ces trois secteurs d'énergie pour pouvoir être indépendants énergétiquement et développer les maximums de capacités énergétiques pour Djibouti. Bien sûr, Djibouti, vous savez, nous avons presque sur 365 jours de l'année, nous avons plus de 350 jours de soleil. Donc nous n'avons pas ce problème de froid. C'est vrai que la saison fraîche tourne aux alentours de 25 degrés à Djibouti. Mais nous avons ces ressources naturelles qui sont le soleil,
que nous pouvons exploiter, et avec l'éolien et la géothermie aussi, comme j'ai dit. Et c'est pour ça que nous voulons voir d'abord les capacités en technologie des grandes sociétés russes, pour aussi les inviter à venir investir pour la production d'énergie à Djibouti. Retour à Djibouti où un atelier de travail de 2 jours pour la mise en place d'un comité régional de coordination des activités de prévention de contrôle face à la Covid-19 s'est ouvert aujourd'hui 17 octobre dans la ville de Tadjoura. Cet atelier porte notamment sur la sécurisation du site frontalier de Balho, situé dans la sous-préfecture de Dora, le long du corridor routier partant de la ville de Tadjoura. Cette initiative régionale coordonnée par l'IGAD est fortement soutenue par le gouvernement qui permettra de consolider les acquis du dispositif de gestion de l'épidémie au niveau du site frontalier de Balho. Ce dispositif, soutenu par l'IGAD en collaboration avec le ministère de la Santé et sous l'impulsion du ministre Dr Ahmed Roble, intervient dans le cadre de la réponse face à la pandémie du coronavirus dans notre pays, auquel l'IGAD, en sa qualité d'organisation régionale, contribue sur financement de l'Union européenne. L'Union européenne a répondu à l'appel des chefs d'État des pays de l'IGAD, dont le président Ismaël Omar Guelleh, en finançant la stratégie de réponse régionale en matière de santé régionale de l'IGAD. L'IGAD est en fait financé à hauteur de 60 millions d'euros et géré par l'UNOPS et mise en œuvre par l'autorité intergouvernementale en lien avec les organisations internationales comme l'OIM, l'UNICEF, le East African Trademark et avec le Eastern Trademark. En fait, ce programme atténue l'impact sanitaire et socio-économique du Covid-19 dans la région de l'IGAD, à savoir Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan, le Sud-Soudan et l'Ouganda. Ce programme aussi se concentre dans tous ces pays sur les zones transfrontalières critiques et aussi vise à améliorer la capacité et la coordination de l'IGAD, en fait à accroître l'accès aux services de santé, d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Et suivant cette fois un extrait de l'intervention du ministre de la Santé. Le troisième comité que vous êtes en train d'installer, après celui d'Ali Sabié, celui de Dikil, donc il y a pour la frontière Balho-Dora, il y aura ce comité donc, transfrontalier dont l'objectif principal est la prévention, mais aussi le contrôle, la prise en charge de toutes les maladies infectieuses. Je pouvais dire également de tout ce qui concerne la santé de manière générale, mais particulièrement le Covid-19. Ce comité vient à bien nommer parce que nous sommes en train de vivre, et fort heureusement, cette petite vague, cette recrudescence de cas de Covid à Djibouti a certainement touché la région de Tadjoura. Et donc nous vivons une petite épidémie, et donc c'est la troisième vague qui touche Djibouti. Fort heureusement, alhamdoulilah, nous n'avons pas beaucoup de cas, nous n'avons pas beaucoup de décès, et nous sommes donc à une phase descendante donc de la pente de cette courbe de l'épidémie, fort heureusement. Mais il faut toujours être vigilant, et ce comité vient donc à point nommé. Tadjoura compte en son sein donc une frontière qui est ouverte depuis maintenant un certain temps, une frontière donc à Balho qu'il faudra contrôler, surveiller, et ces comités dont l'objectif principal est de coordonner toutes ces activités de prévention des maladies infectieuses, mais aussi de contrôle, des prises en charge de cas
les cas échéants, s'il y a des cas de Covid-19. Ces comités vont se réunir tous les 3 mois. Et ces comités vont aplanir tous les problèmes qu'il y a et trouver des solutions. Surtout, ces comités vont s'atteler à la prévention. Et place cette fois au point de presse sur l'évolution de la situation de Covid-19 dans notre pays, point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Benoïta Tourab. L'effort sans relâche du personnel médical et la contribution de la population en vue de stopper l'avancée de la pandémie Covid-19 donne un résultat qui va dans le bon sens, puisque nous enregistrons depuis quelques jours un taux de positivité assez faible par rapport aux semaines précédentes. Nous continuerons donc à rappeler toujours à la vigilance totale l'ensemble de la population pour le respect des gestes barrières, mais aussi pour se faire vacciner massivement. Concernant les données épidémiologiques, elles se déclinent ainsi. 40 patients sont déclarés guéris, 389 tests réalisés, 13 personnes sont revenues positives. Donc, nous avons un taux de positivité de 3,34%. Concernant la vaccination, pendant le week-end, il n'y a pas eu de nouvelles personnes vaccinées. Nous restons donc à 51 591 personnes vaccinées depuis mars 2021. Quant au bilan global depuis le début de la pandémie, il est de 230 936 tests réalisés, 13 396 personnes diagnostiquées positives et 13 061 personnes déclarées guéries. Et nous avons 179 décès depuis le début de la pandémie. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous. Santé toujours avec cette campagne de vaccination contre la Covid-19 qui bat son plein à Djibouti. Une offensive de taille a été lancée. La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'est en effet accélérée ces derniers temps. Le gouvernement djiboutien, par le biais de son ministère de la Santé, n'a pas lésé sur les moyens après les vaccinodromes qui ont été implantés dans plusieurs points de la capitale. Place au vaccinobus, ce véhicule innovant qui sillonne les quartiers parce qu'ils n'arrivent pas à se déplacer. Après la région d'Arta, les autorités de la localité de Demirjouk ont démarré hier cette campagne de vaccination. À cet effet, le sous-préfet de Demirjouk, Abdouchakour Nour, et les responsables de la localité de Demirjouk ont procédé à des injections de première dose du vaccin pour lutter contre la Covid-19. Et ce communiqué émanant du ministère de l'Intérieur indiquant que la journée de mardi 19 octobre 2021 correspondant au Maulid al-Nabawi sera férié, chômé, payé. Profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur adresse ses vœux de paix à la population djiboutienne ainsi qu'à la communauté étrangère résidant à Djibouti. Fin de communiqué. Dans le reste de l'actualité, l'UNFPA, en partenariat avec l'UNFD, a organisé des ateliers de formation des relais communautaires sur la prise en charge des violences basées sur le genre ou encore de violences liées à la mutilation génitale féminine. Cet atelier était présidé par la vice-présidente de l'UNFD, la représentante de l'UNFPA, et a vu également la présence de la secrétaire générale de l'UNFD, de différentes associations des femmes de différentes parties de la capitale. Objectif étant de former ces relais communautaires sur les différents types de violences ainsi que la pratique néfaste engendrée par les MGF, mais aussi assurer la référence des cas par cas.
Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de handball a organisé hier au stade du Roi Fahd la finale de la Supercoupe 2021 féminine entre les deux meilleures formations que sont la Garde républicaine et celle des Jeunes Espoirs, une équipe nouvellement promue. Cette rencontre s'est soldée donc sur la victoire écrasante des tenantes du titre. Après la Supercoupe féminine, c'était au tour des garçons de se présenter sur le terrain, un match qui a opposé deux rivaux, deux poids lourds du hand masculin. Il s'agit de la Garde républicaine championne en titre et de l'OVD, la vice-championne. Sous les acclamations des supporters, la Garde républicaine s'est imposée dans la douleur lors de la séance des tirs au but. Ces rencontres se sont déroulées en présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, du président de la Fédération djiboutienne de handball, Ahmed Mohamed, des officiers de la Garde républicaine, des représentants de l'OVD, de la Fédération, ainsi que tous les amoureux de cette discipline. Le colonel Mohamed Jama'a Douali, commandant de la Garde républicaine, n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des joueuses et des joueurs des deux équipes de handball de la Garde républicaine, ainsi que leurs staffs respectifs, en les exhortant à maintenir cette avancée et de préserver cette place prestigieuse que l'équipe féminine et masculine de handball de la Garde républicaine occupe dans le handball djiboutien. Continuant sur ses propos, le chef d'état-major de la Garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, a affirmé que c'était un rêve. Vous en avez fait une réalité. Encore une fois, bravo aux deux équipes soudées, efficaces et fortes de ces valeurs de la Garde républicaine qui ont remporté cette super coupe, et c'est une victoire méritée. Nous avons disputé un match très important qui ouvre le championnat, la Supercoupe. Je suis ravi de vous annoncer que cela s'est bien terminé. Tout a été joué par fair play. On a été battu par justesse, penalty, même si on avait mené le score durant tout le match. Mais à la fin, voilà quoi. C'est le sport. Tout se renverse. Donc on a fait match nul, ça fait penalty et on a perdu à un but de moins. Donc je suis fier de mon équipe et je suis fier aussi des sponsors qui nous ont bien aidés. Je remercie le directeur général de l'Office de la voirie de Djibouti, M. Chermake Youssouf Moussa, ainsi que tous les employés liés à l'équipe. Surtout, je vais encore préciser une personne qui a fait un grand progrès avec nous, Madame Mouna Gabobe, appelée comme ça. Donc, je la remercie beaucoup. Elle a fait énormément. Elle nous a donné beaucoup d'espoir. Elle nous a beaucoup aidés. Elle a toujours été avec nous. Et j'ai oublié aussi de vous dire, malgré notre défaite, un de notre joueurs a été élu meilleur joueur du match, c'est-à-dire meilleur joueur de la Supercoupe. Ceci est une grande fierté. Inch'Allah, on espère se venger pour la prochaine fois. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de Ali Jama Ahmed, survenu hier à l'hôpital Cheko suite à une longue maladie. Né en 1950, le défunt a servi en tant que militaire et indépendantiste. Il laisse derrière lui 12 enfants et 36 petits-enfants. Nous prions Dieu, le tout miséricordieux, de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité centrafricaine. Le président Touadéra a annoncé vendredi l'accord avec le groupe armé, déclarant qu'il espérait qu'il conduirait au dialogue et à une plus grande protection des civils. Le secrétaire général de l'ONU a salué cette évolution, la décrivant comme une étape critique qui s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route pour la paix adoptée en septembre par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La République centrafricaine est confrontée à des cycles de violences rebelles depuis l'éviction en 2013 de l'ancien dirigeant François Bozizé et malgré la signature d'un accord entre le gouvernement et 14 groupes armés il y a 2 ans de cela.
C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous êtes porteur d'un projet ou d'une idée de création. Vous souhaitez vous lancer à votre compte et être votre propre patron. Clé a le plaisir de vous annoncer le lancement d'un appel à candidature pour accéder à sa 3e édition du programme d'incubation. Candidatez maintenant avant la date limite à travers la page Facebook du programme d'incubation Clé.